Son Excellence M. Rami Adouane, ambassadeur du Liban en France, représenté par Son Excellence le premier conseiller Ziad Tahan. Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellences, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir parmi nous ce soir l'inventeur du terme connu de tous jadis au masculin, toutefois très en vogue aujourd'hui au mode féminin, conférence LACED. Il s'agit de coordinateur français de la conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises CEDRE en faveur du Liban. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Pierre Duquesne, Monsieur Duquesne s'exprimera autour du thème CEDRE de la conférence au processus. Madame Duquesne, il y a une place pour vous là. Ancien élève de l'École nationale d'administration et de l'Institut d'études politiques de Paris, il a occupé les divers postes suivants: responsable de la division commerciale des marchés de devises à la Banque Indo-Suez, sous-directeur des affaires multilatérales à la direction du Trésor, responsable des questions de change et des affaires économiques et monétaires européennes et internationales, secrétaire général adjoint de la commission bancaire, conseiller auprès du Premier ministre pour les affaires économiques et financières internes et internationales, administrateur pour la France du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, ambassadeur chargé des questions économiques, de reconstruction et développement au ministère des Affaires étrangères et du développement international, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'OCDE, président du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE. En octobre 2017, il est nommé ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Il est le coordinateur français de la conférence économique pour le développement, pour les réformes et avec les entreprises CEDRE en faveur du Liban. Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, cher Monsieur Duquesne, nous sommes tous ouïs. À vous la parole. Monsieur le Président, c'est moi qui suis très honoré d'avoir été invité par vous, Monsieur Guy-Tamer, par la Chambre de commerce franco-libanaise ici, au Cercle interallié, et effectivement afin de tenter de vous présenter le travail collectif que nous avons mené pour répondre aux besoins économiques et à la nécessité du développement du Liban, et je suis plus que content. J'ai retenu qu'il fallait dire LACED, donc je ne vais pas vous infliger l'acronyme une nouvelle fois, mais quand même, je vais y revenir. Et le titre que j'ai choisi, que vous avez bien voulu accepter, c'est effectivement de parler du contenu de cette conférence qui s'est tenue à Paris le 6 avril dernier et du processus qu'elle a enclenché. Et je le fais avec modestie parce que vous savez mieux que quiconque que la relation franco-libanaise dépasse celle de simples échanges économiques et commerciaux. Vous n'êtes par hypothèse engagé dans ceci, mais vous savez que ça va au-delà. Ça va au-delà jusqu'à l'amitié. C'est au nom de l'amitié qui lie nos deux pays que le président de la République a répondu dès l'automne dernier à l'appel de soutien lancé à la fois par le président de la République libanaise et le président du Conseil des ministres à mettre en place une telle conférence. Et de fait, nos autorités m'ont confié la responsabilité de conseiller les autorités libanaises dans ce projet. Je dis bien conseiller. Toutes les grandes décisions concernant la conférence CEDRE ont été prises par les autorités libanaises, exécutives et législatives. Vous savez aussi que la France et la communauté internationale sont engagées depuis longtemps dans le soutien et le développement du Liban.
En témoigne la succession des conférences. Paris 1 en 2001, Paris 2 en 2002, Paris 3 pas en 2003 mais en 2007, à l'organisation desquelles, dans des diverses fonctions, j'avais l'honneur d'être associé. Continuité de ce soutien français, de ce soutien international, mais volonté de ne pas répéter certaines erreurs des exercices précédents. CEDRE ne répond pas à une urgence. CEDRE n'est pas Paris 4. Et derrière le choix de l'acronyme, il y avait dans ma tête au départ l'idée claire de ne pas parler de Paris 4. Et pourquoi ça? Déjà pour une raison simple. La conférence ne visait pas à traiter une crise qui aurait nécessité des ressources spécifiques à court terme et qui aurait expliqué des besoins particuliers, notamment d'aide budgétaire. CEDRE s'inscrit dans la durée, d'où le titre que j'ai souhaité donner à cette présentation, de la conférence au processus. Alors, je vais commencer par la conférence, et en utilisant tout bêtement les lettres de l'acronyme, le C d'abord. La première question fort légitime qui s'était posée était la suivante. Est-ce qu'il fallait organiser cette conférence avant les élections législatives? Beaucoup pensaient que non. La communauté internationale, finalement, avec les autorités libanaises, a pensé que oui, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il était impératif de répondre à l'appel des autorités. Et au bout du compte, 7 mois se sont écoulés entre cet appel et la tenue de la conférence en avril. Et repousser l'échéance d'une telle conférence, d'enjeu important, à une date ultérieure aux élections, le 6 mai, aurait été sans doute tardif, compte tenu du travail qu'il convient désormais d'entreprendre. Et puis deuxièmement, et peut-être de manière plus importante, il était préférable que le contenu de la conférence soit connu des électeurs, des entreprises, des partis avant les élections. En effet, CEDRE est en quelque sorte un contrat de confiance, si vous me permettez ça, un nouveau contrat social signé de façon informelle entre le Liban, ses dirigeants, son peuple, la communauté internationale. Qui dit contrat dit équilibre. Le Liban, pour ce qui le concerne, prouve sa volonté d'investir à long terme dans les infrastructures, qui sont indispensables, et dans les réformes sectorielles et structurelles qui ne le sont pas moins. La communauté internationale, quant à elle, est financièrement investie dans ce projet et témoigne de son assurance dans la capacité des autorités libanaises à relever le défi de réformer en profondeur dans un pays qui est affecté par un contexte régional qui, bien sûr, nous savons, difficile. Et ce contrat se manifeste à travers le communiqué officiel de substance adopté par l'ensemble des participants et que vous trouverez quelque part à la sortie. Je vous invite à le consulter. Et ce contrat montre un équilibre entre financement et réforme. Certains, au Liban, imaginaient qu'il pouvait y avoir soutien de la communauté internationale sans réforme. Symétriquement, beaucoup de bailleurs multilatéraux ou bilatéraux exigeaient de multiples réformes avant même tout financement. Et naturellement, il fallait trouver un équilibre entre ces deux positions, et c'est cet équilibre que nous avons valorisé le 6 avril dernier. Et tout cela a permis, je l'espère, un débat public sur CEDRE, les réformes à entreprendre avant et après les élections, et de faire ainsi prendre conscience qu'il est nécessaire à la fois d'agir vite et dans la durée. Voilà pour la philosophie générale de la conférence, pour le C de CEDRE. Passons au E économique. Un organe que vous ne connaissez pas forcément, le groupe international de soutien, organisé autour des Nations Unies, s'est réuni à Paris le 8 décembre dernier, 2017, et a décidé que 3 conférences Paleur de Liban se tiendraient toutes avant les élections. La première a eu lieu à Rome le 15 mars sur les questions sécuritaire militaire, pour le soutien aux forces armées libanaises et aux forces de sécurité intérieure. Le 25 avril, une conférence humanitaire sur l'aide apportée aux pays accueillant des réfugiés syriens, Turquie, Jordanie, Liban, notamment, était organisée à Bruxelles.
Ces conférences, donc, s'occupaient, vous l'avez compris, respectivement, du militaire sécuritaire et de l'humanitaire. Ce n'était pas le but de CEDRE, qui était une conférence économique, construction des infrastructures dont le pays a besoin, relance de l'économie, soutien de l'État libanais dans la fourniture des services publics. Je l'ai déjà dit, je le répète, CEDRE concerne le financement de projets, pas de l'aide budgétaire, contrairement à Paris 1, Paris 2, Paris 3. Et il a été beaucoup question de microéconomie dans cette conférence, c'est-à-dire de projets d'investissement, de régulation des secteurs économiques, de conditions d'activité des entreprises. Nous avons naturellement aussi parlé de macroéconomie, notamment bonne gestion des finances publiques, équilibre des comptes internes et externes, bonne gouvernance. Car nous avions en tête que la reprise économique ainsi que le développement du Liban sont ralentis, certes par l'afflux de réfugiés, mais surtout par des problèmes structurels qui n'ont pas commencé en 2011. Vous le savez, le taux de croissance du PIB est faible, le déficit budgétaire est conséquent et la dette est élevée à 150 points de PIB, faut-il le rappeler. Et tout cela explique un chiffre encore pire, la faiblesse des dépenses en capital qui représente moins de 1% du PIB par an. Conférence économique, macro et micro, ni humanitaire, ni sécuritaire, mais dans une séquence. Le D renvoie au développement. Le gouvernement libanais a présenté aux participants à la conférence son programme d'investissement, autre acronyme que je pense que vous connaissez, CIP en anglais, Capital Investment Program, qui se concentre principalement sur le développement et la réhabilitation des infrastructures, et pour cause. Le Liban, chiffre moins cité aussi, est 130e pays sur 137 en termes d'infrastructures dans un classement du Forum économique mondial. Le CIP contient un peu moins de 300 projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, du tourisme et du traitement des déchets. Tous ces projets ont été étudiés par la Banque mondiale, à laquelle nous avions confié collectivement cette tâche, qui a porté un jugement positif sur la capacité des autorités libanaises à les réaliser et à considérer les montants associés comme réalistes. Plus encore, elle nous a indiqué comment ils pouvaient être financés, totalement par le secteur public, totalement par le privé, par des partenariats publics-privés, que sais-je. Le principal obstacle au développement du secteur privé au Liban, là aussi j'en pense, je crains quelques portes ouvertes, mais il y a peut-être des Français dans la salle qui ne savent pas tout du Liban, c'est l'absence de fourniture régulière d'électricité. 92% des Libanais ont un accès irrégulier à l'électricité, alors que l'entreprise nationale d'électricité du Liban affiche une capacité moyenne de production bien inférieure à la demande. Ainsi, vous trouverez dans le CIP pas loin de 25 projets dans le secteur électrique pour un quart du programme sur la période 2018-2030. Et la banque, j'en parle parce que je vous invite à lire son rapport, vous ne l'avez peut-être pas lu, estime que 2 projets complémentaires pourraient être menés afin d'accroître les capacités de production. La priorité absolue étant néanmoins de restaurer l'état du réseau de distribution existant, puisque la moitié de l'électricité produite n'est pas correctement acheminée, ce qui entraîne quelques pertes, c'est un euphémisme, pour l'électricité du Liban, et derrière pour le budget. Un autre sujet sur lequel la conférence a mis l'accent est la gestion et l'accès à l'eau. Là aussi, vous le savez, les pénuries d'eau potable sont récurrentes, déficit d'investissement dans le secteur, gestion inefficiente des ressources, notamment en termes de capacité de stockage. Les chiffres sont effrayants. Le taux de stockage est de 6% au Liban, contre 85% pour l'ensemble de la région. Je ne compare pas avec l'Asie ou l'Amérique latine. L'objectif est donc d'assurer un approvisionnement continu en eau potable. Et là, vous trouverez plus d'une centaine de projets d'approvisionnement et 80 environ projets de gestion des eaux usées. La banque estime que les capacités de stockage devront être prises en compte par le secteur public, tandis que le secteur privé pourrait être sollicité dans les investissements concernant la distribution, le réseau de distribution. Et donc cette répartition, une fois encore, ceci est documenté dans le travail de la Banque mondiale, permet d'inclure
le secteur privé, vous, dans les démarches de développement et de réforme, j'y reviendrai. Troisième secteur majeur, la gestion des déchets, qui, vous le savez, a été l'objet d'une vraie crise, y compris de nature politique et sociale dans le pays. Le Liban ne dispose que de 2 décharges à Nahmé Zarflé, où seulement 50% des déchets municipaux de l'ensemble du pays sont acheminés. Faut-il répéter, les décharges à ciel ouvert représentent donc un risque de santé publique énorme, mais contribuent surtout, je l'ai rappelé, à envenimer les tensions sociales confère la crise de 2015. Et le projet de CIP prévoit pour les déchets d'instaurer des centres de traitement dans l'ensemble du Liban pour un coût que la Banque mondiale estime raisonnable et qu'elle dit pouvoir être financé par le secteur privé. Enfin, je le dis parce qu'on en parle moins éventuellement, mais le rapport de la Banque considère que le secteur industriel libanais présente de nombreux retards, qu'il subit, le secteur secondaire, les conséquences d'une faible qualité des infrastructures, d'un coût de location des terrains municipaux trop important, d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Le secteur secondaire peu ou pas développé au Liban. Dans le reste de la région, on représente plus de la moitié des emplois. Le CIP prévoit donc des projets destinés à renforcer la compétitivité du secteur industriel, par exemple la création de 3 parcs à Al-Kara, Baalbek et Turbol, ainsi qu'une zone économique spécialisée adjacente au port de Tripoli. Et c'est ce dernier projet qui doit être initié en priorité, toujours selon le rapport de la Banque. Bon, je le répète, j'ai enfoncé des portes ouvertes pour vous qui connaissez bien le Liban, mais je voulais vous montrer par là que nous avons parlé développement et que, rappeler, vous lirez ce texte si vous avez le temps ce soir à la veillée, les conclusions de la conférence insistent notamment sur les 3 secteurs électricité, eau, déchets dont je viens de parler. Le R, d'aucuns croyaient qu'il signifiait reconstruction. Non, réforme. Les réformes constituent une autre part importante de CEDRE et aussi du document de vision stratégique que le gouvernement libanais a présenté lors de celle-ci. Les évolutions politiques les ont rendues possibles. L'élection du président de la République après la longue vacance du pouvoir, l'adoption d'une nouvelle loi électorale, la constitution d'un gouvernement d'union nationale, la tenue des élections législatives. Certaines réformes ont été entreprises avant le 6 avril, avant la conférence. Pour que celle-ci se déroule bien, il fallait donner des signaux de bonne volonté avant elle-même. Il en a été ainsi de l'adoption le 29 mars, quelques jours avant la conférence du budget 2018, après celui de 2017 qui était l'automne, lequel, vous le savez, intervenait après 12 ans sans budget dans le pays. Le même jour a été adopté le code de l'eau, qui était prêt depuis plusieurs années, mais pas adopté par le Parlement. Comment avoir, je l'ai dit, quelques 62 tiers des projets dans le secteur de l'eau, sans modernisation de la régulation du secteur. Elle était prête. Il suffisait juste de la mettre en place. Bon, ce sont de toutes premières réformes. Elles étaient nécessaires pour témoigner de la stabilité et de la volonté politique dans le pays, pour rassurer la communauté internationale sur la volonté et l'ambition des autorités libanaises à réformer l'ensemble du structure. Elles étaient nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour que s'opèrent les investissements envisagés. Il convient d'abord de faire des réformes sectorielles. Et je dis là tout de suite que la réforme de l'électricité, dont je parlerai plus tard, dépasse le cadre sectoriel pour les raisons que j'ai dites. Laissez-moi insister sur un autre secteur, maintenant sur le secteur des télécommunications, la deuxième source de revenus pour le gouvernement libanais. Selon la Banque mondiale, l'harmonisation des lois régissant le secteur et l'ouverture progressive du marché des télécommunications doivent être les 2 priorités. La modernisation des télécommunications doit également s'accompagner de réformes permettant d'éviter plusieurs écueils, comme la création de monopoles dans le secteur ou l'apparition d'une fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Nous gardons à l'esprit que ces mesures doivent être graduelles, progressives, pour ne pas avoir un impact direct
sur les revenus de l'État. De manière plus générale, les réformes sectorielles passent par la modernisation de la régulation des secteurs dans lesquels les investissements sont attendus, voire tout simplement, quand cette modernisation a été faite, par des nominations dans les autorités de régulation qui ne fonctionnent pas parce qu'elles n'ont pas le nombre de membres. Les réformes macroéconomiques comprennent, sur le papier lourd, un ajustement budgétaire de 5 points de PIB dans les prochaines années. 1 point par an. Cet objectif ambitieux n'est possible que par le biais de mesures portant sur les recettes et les dépenses de l'État. Les recettes, la fiscalité, les dépenses, la réduction des transferts à l'électricité du Liban est un exemple, et ces mesures permettent de soutenir la stabilité macroéconomique du Liban, de réduire la dette de façon graduelle et d'atteindre une simulation durable de la croissance. Vous l'aurez compris, et en plus nous sommes ce soir devant un public privilégié, aucun de ces projets n'est totalement viable sans la participation du secteur privé à leur mise en œuvre, et c'est le sens du deuxième E de CEL, avec les entreprises, avec vous, si je puis dire. Et la Banque insiste particulièrement sur ce point dans ses différentes recommandations. Les entreprises, industrielles, commerciales, services, doivent être impliquées dans l'investissement, dans les réformes au Liban, et chacun connaît le dynamisme entrepreneurial du pays, dont vous témoignez, sa main-d'œuvre qualifiée, sa capacité à s'implanter économiquement dans le reste du monde. Les projets qui sont présentés dans le plan d'investissement du gouvernement sont de nature à intéresser non seulement les entreprises libanaises, de toute taille, grandes ou petites, mais également les entreprises internationales venant de l'étranger. Et c'est dans cet esprit que nous avons associé le secteur privé à la préparation de CEL. Nous l'avons fait, nous, Français, strictement, dès le 9 février à Paris, avec les entreprises françaises réunies au ministère de l'Économie et des Finances. Le 6 mars, peut-être certains d'entre vous étaient là, a eu lieu à Beyrouth une grande conférence internationale qui s'est intitulée « Investissement libanais dans les infrastructures ». Le 26 mars, nous avons eu une réunion de préparation de la conférence du 6 avril au niveau des hauts fonctionnaires des entreprises libanaises et internationales étaient là, et à la conférence elle-même, le 6 avril, il y en avait d'autres. CMA-CGM, General Electric, Artelia, la Banque franco-libanaise, que sais-je, ont été représentés par leur président, de même que nous avions le 6 avril des dirigeants du monde patronal libanais. Tout le monde n'a pas hésité à souligner le potentiel économique du CIP, à condition que s'opèrent les réformes dont j'ai parlé. Dans ce contexte, nous estimons que les partenariats publics-privés sont essentiels pour le financement des projets d'infrastructure. Les PPP ont enfin fait l'objet d'une loi en 2017 qui fixe le cadre des contrats par lesquels l'État confie au secteur privé les constructions ou les rénovations de l'infrastructure. Cette loi essentielle pour la mise en œuvre du CIP était particulièrement recommandée par les institutions économiques internationales et, enfin encore, vous le savez mieux que moi, très attendue par le secteur privé libanais. Ce que vous avez peut-être moins, c'est que le Haut Conseil pour la privatisation, désormais appelé Haut Conseil pour la privatisation et les partenariats publics-privés, pour faire vite, je vais l'appeler HC4P, qui est désormais chargé d'encadrer les PPP au Liban, a signé en mai, après la conférence, 3 contrats pour l'élaboration de projets importants présentés durant celle-ci. Ces contrats portent sur l'extension de l'aéroport international de Beyrouth, en partenariat avec la Société financière internationale, le bras armé secteur privé de la Banque mondiale, sur l'autoroute périphérique de Beyrouth reliant Kaldé à Nad Brahim, la première phase du projet de rénovation du système routier du Grand Beyrouth, en partenariat avec la PERM, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et enfin sur la création d'un centre national de données en partenariat avec KPMG et Solon. Donc il s'est passé des choses concrètes. Après CEL, c'est une réussite du HC4P, c'est moi qui lui donne ce nom. La Banque mondiale porte aussi une attention toute particulière à l'intégration des PP dans les projets
touristique du CIP, et aussi au sens large, industrie cinématographique, théâtre, centre culturel, etc. Une étape suivante, sur laquelle je comprends que certains commencent à réfléchir, sera celle de notre sentiment sur les modalités de financement des BPP. Quelles innovations financières permettraient de faciliter le partenariat entre acteurs publics et privés pour mettre en place les projets. Et c'est ce débat, cette discussion entre les secteurs publics et privés qu'il est nécessaire de commencer à avoir dès aujourd'hui. Je suis implicitement, tranquillement passé de la conférence au processus, et de fait, ces débats sont nécessaires parce que CED, au-delà d'une simple conférence de soutien au Liban, est un processus de long terme. Je le redis sous une autre forme imagée, c'est une conférence sur l'investissement. Pour le Liban, c'est un investissement dans les infrastructures, un investissement dans les réformes, un investissement dans la communauté internationale. Et symétriquement, pour la communauté internationale, un investissement dans le Liban et pour le Liban. Et les rencontres et les discussions organisées avec nos partenaires libanais et internationaux ont permis la tenue de la conférence et la mise en place de ce processus. Laissez-moi vous dire, un peu personnel, que pendant les mois qui ont précédé le 6 avril, j'ai rencontré les autorités libanaises, à nombreuses reprises, à commencer par le président Raoul, le Premier ministre Hariri, les ministres sectoriels, le ministre de l'économie et le ministre des Finances, les représentants des divers partis politiques, le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salmi, les différentes ambassades à Beyrouth, les représentants des institutions internationales, mais aussi les entreprises et les ONG. J'ai également discuté le concept et le contenu de CED dans les pays du Golfe. Au niveau international, je me suis rendu à Washington pour discuter avec nos partenaires américains ainsi qu'avec les représentants du FMI et de la Banque mondiale, ou à New York avec les Nations Unies, et je me suis bien entendu entretenu régulièrement avec la Commission européenne et les différentes capitales de nos voisins européens. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous le scepticisme qui régnait en début d'année au Liban sur la volonté d'implication de tous ces acteurs. Tout le monde pensait qu'ils ne s'impliqueraient pas. Tous, vous reprenez la liste. Ce travail en amont était impératif pour rendre compte des efforts accomplis par les autorités libanaises pour convaincre les bailleurs, bilatéraux, multilatéraux, ainsi que pour justifier l'appel aux réformes dans ce pays. La conférence CED s'est tenue dans ce contexte, en présence du président du Conseil des ministres, des collaborateurs du président de la République et d'une délégation ministérielle couvrant la quasi-totalité du spectre politique libanais. Du côté français, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, celui de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ont effectivement, personnellement, co-présidé la conférence, laquelle a été clôturée par le président de la République, Emmanuel Macron. Cette triple présence témoigne, s'il en était besoin, du soutien politique de mon pays. Le ministre Le Drian, dans son discours d'ouverture, disait « Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des preuves d'amitié. » Quelle meilleure preuve d'amitié que la participation de toutes ces autorités et plus largement d'une cinquantaine de partenaires internationaux ayant répondu présents à l'appel de soutien des autorités libanaises et représentés pour les institutions internationales par leurs présidents ou directeurs généraux, pour les États, pour la plupart, par les ministres. Quelle meilleure preuve d'amitié, enfin, que les quelques 11,1 milliards de dollars de financement annoncés, un montant qui dépassait de très loin les espérances de chacun et du gouvernement libanais, qui était de l'ordre de la moitié de cette somme. Les différentes interventions des institutions internationales ont permis d'apporter leur caution au projet libanais, de rappeler les conditions précises de leur succès et des contributions. Alors, j'ai déjà évoqué le rapport de la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international a déclaré que le CIP méritait non seulement d'être soutenu, le Fonds monétaire international, mais qu'il ne pouvait réussir sans que les partenaires du Liban ne participent à son financement. Le FMI a même conclu, et l'a redit lors
de l'examen annuel de la situation économique du Liban qui a eu lieu il y a un mois environ, que la combinaison de l'ajustement budgétaire dont j'ai parlé, un point de PIB par an pendant 5 ans, et du CIP, et du programme de relance des investissements, était le seul moyen de statu quo économique, guère soutenable à moyen terme. Les participants se sont accordés pour que les contributions financières soient attribuées essentiellement sous la forme de dons et de prêts concessionnels, inférieurs au marché, et qu'ils servent à financer la première phase du programme d'investissement en pratique entre 2018 et 2023. La France, premier bailleur bilatéral, a pour sa part annoncé une contribution totale de 550 millions d'euros sur 4 ans, dont 150 millions de dons. Pourquoi ce succès? Peut-être en raison du travail de pédagogie que j'ai eu l'occasion de décrire, mais surtout pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les autorités libanaises ont présenté une véritable vision stratégique du développement du pays, incluant, je l'ai dit, les indispensables réformes nécessaires à ce développement. Et d'autre part, parce qu'il y a eu un accord, je vais y revenir, entre la communauté internationale et le Liban sur le fait qu'un mécanisme de suivi des engagements réciproques de la conférence CEDRE serait mis en place. Dans ce contexte, il faut certainement lancer au plus vite, dès la formation du nouveau gouvernement, les réformes de la première phase du programme d'investissement. Un tel processus prend naturellement du temps, mais les autorités libanaises devront confirmer aux bailleurs, mais aussi à leurs agents économiques, à leurs entreprises, à leur population, que les messages de la conférence CEDRE ont été bien reçus. Je suis absolument convaincu qu'il en sera ainsi, parce que CEDRE a été, je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans le débat public, pendant la campagne électorale. Et j'ai souligné le rôle que nous avions souhaité jouer les représentants de la société civile qui ont été d'une grande franchise. Mécanisme de suivi, donc processus qui portera une attention particulière à la question de la capacité de gestion par le Liban, de volet très important de financement, tant pour ce qui concerne la qualité et l'avancée des projets que pour les capacités de gouvernance et de suivi national. Ce mécanisme de suivi est la principale différence avec les précédentes conférences destinées à soutenir le Liban. Paris 1 et Paris 2 n'avaient fait l'objet d'aucun véritable suivi. Paris 2 témoignait un an après cela, près de rien. Après Paris 3, c'était esquissé un début de suivi bilatéral. CEDRE fera l'objet d'un suivi multiforme et multilatéral. Et ce suivi portera notamment sur les 3 séries de questions suivantes. Premièrement, l'adaptation des procédures d'approbation et de mise en œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds. Ceux-ci se sont étonnés, les bailleurs de fonds, avant CEDRE, que des conventions de financement signées depuis longtemps pour de l'aide n'aient pas été ratifiées par le Parlement. Beaucoup l'ont été quelques jours avant le 6 avril. Il reste des conventions du passé à ratifier et il faudra à l'évidence éviter que ce retard ne se perpétue. Alors, dans le jargon anglo-international, ça s'appelle le backlog pour les spécialistes. Deuxièmement, la deuxième série de sujets à suivre, la hiérarchisation, l'avancement des projets du CIP, leur financement, les éventuelles difficultés rencontrées. Troisièmement, les réformes sectorielles et structurelles, leur calendrier, notamment celles qui sont les plus indispensables à la réussite du plan d'investissement, y compris l'ajustement budgétaire. Parmi les grandes thématiques de réforme, je pense que vous ne serez pas surpris que je dise un mot de la lutte contre la corruption, laquelle est un enjeu majeur pour l'amélioration du climat des affaires libanais. C'est une des priorités de la déclaration du président du Conseil libanais lors de la conférence CEDRE. Et si j'en crois ce que je lis, vous savez ça mieux que moi, dans les journaux libanais, cette priorité est partagée par tous les partis politiques.
Des mesures diverses sont à prendre. La numérisation, une procédure administrative aidera. Un bon fonctionnement du système judiciaire est indispensable. Le bureau du ministre d'État pour la réforme administrative au Liban a annoncé la création de la première stratégie nationale anticorruption, afin d'assurer la transparence, la responsabilité du secteur public et la lutte contre l'impunité. C'est important de noter la création d'un ministère de la lutte contre la corruption en décembre 2016. Il va falloir le faire fonctionner, voire de prévoir qu'ici, l'établissement technique et politique d'une autorité nationale de lutte contre la corruption. Ces réformes, nous le savons, prendront du temps. Raison de plus pour les commencer maintenant. Un autre domaine transversal de réforme, et je l'avais mis juste de côté parce que je n'ose le qualifier de sectoriel, concerne le secteur énergétique. Nul n'ignore les multiples problèmes que pose l'électricité du Liban. Le Liban a besoin d'un véritable dialogue entre le secteur public et le secteur privé sur ce sujet. Il faut commencer à traiter ce cas difficile, je ne vais pas dire régler dans les 3 semaines, commencer à traiter dans le sens de l'augmentation de l'offre, du renforcement du réseau de distribution, de l'amélioration de la collecte des factures, de l'augmentation progressive des tarifs et de la mise en place d'une instance de régulation. La SFI, Société financière internationale, a fait des propositions stratégiques en la matière. Elles ne sont pas à prendre ou laisser, mais le diagnostic est fait, vous le connaissez, et il faut également éviter que les solutions de court terme, mises en place ces dernières années, n'obèrent la capacité de réformer à long terme. Par cette réforme absolument centrale, il est également crucial de montrer aux bailleurs de fonds que les projets verront le jour et qu'ils peuvent investir leur confiance et leur argent dans les projets qui vont voir le jour. C'est au nom de cette confiance, d'ailleurs, que nous avons donc prévu d'établir un mécanisme de suivi méthodique, compréhensible à la fois des investisseurs, du secteur privé, de l'ensemble de la population libanaise, suivi, je le disais donc, des projets, financements, des réformes, qui passera par 3 méthodes, pas alternatives, mais complémentaires, qui sont prévues dans les conclusions de la conférence. Premièrement, un site internet dédié sera conçu à destination d'une large audience pour suivre le montage et la mise en œuvre des projets, suivra aussi leur financement et les réformes qui lui sont attachées. Les autorités libanaises, notamment le Conseil du développement et de la reconstruction, la Banque mondiale, le PNUD, travaillent actuellement à le concevoir. Deuxièmement, le suivi opérationnel des projets sera opéré à Beyrouth par un groupe constitué des représentants locaux des principaux donateurs bilatéraux et multilatéraux. Ce groupe devrait se réunir assez fréquemment et nous le souhaitons, pour ce qui nous concerne le Français, avec un secrétaire général piloté par le gouvernement libanais. Enfin, un autre groupe, troisième méthode, deuxième groupe, second groupe stratégique, composé des représentants des capitales, des États donateurs et des sièges, des organisations internationales, doit également être instauré. Ce groupe peut être un peu plus large que le précédent, concentré sur le suivi des réformes structurelles et sectorielles, voire sur quelques grands projets emblématiques. Et pour ces 2 groupes, l'idée n'est pas de réunir la 50aine de pays d'organisations internationales du 6 avril, mais les principaux bailleurs, je le disais, engagés financièrement dans la mise en œuvre de celles. Enfin, ce mécanisme ne fonctionnera que s'il est piloté par des autorités libanaises elles-mêmes au plus haut niveau. Il ne s'agit en aucune façon pour les donateurs d'imposer leur vision. Il s'agit de poursuivre la discussion opérationnelle et stratégique qui a bien marché depuis le début de l'année. Enfin, et j'insiste sur ce point, surtout dans cette audience, ce mécanisme de suivi, les 2 groupes, intégrera à tous les niveaux une consultation régulière du secteur privé et de la société civile par souci d'efficacité et de transparence. Quand ce mécanisme de suivi se mettra-t-il en place? Le plus tôt sera mieux, et je suis personnellement disposé à me rendre à Beyrouth dans les prochaines semaines, plus tôt après la constitution de nouveau gouvernement, pour rencontrer et débattre avec tous les partenaires, autorités libanaises, bailleurs, bilatéraux, multilatéraux, entreprises, ONG, comme je l'ai donc fait régulièrement
pour préparer la conférence. Avant même la conférence, je l'ai dit, des signaux de bonne volonté avaient été donnés par les parties prenantes libanaises, le vote du budget, la ratification parlementaire de la réforme du Code de l'eau, le déblocage des conventions de financement. Je pense que les partenaires du Liban et vous-même, dirigeants d'entreprise, seraient sensibles à ce que d'autres mesures indispensables à la nécessité du plan d'investissement, déjà évoqué avant celle, soient mises en œuvre rapidement, telles que l'adoption, au Conseil d'État depuis mars, d'un décret qui donne les moyens financiers et humains nécessaires c'est mon nom, HC4P, pour accomplir ses missions en matière de PPP. De même, je l'ai dit, je le répète, je pointe les autorités, les postes vacants dans les 3 autorités de régulation, électricité, communication, aviation civile, devront être pourvus, si l'on veut que ce secteur soit régulé. Ce ne sont pas, je pense, des réformes qui, en termes d'économie politique, risquent de susciter l'ire de la population. Nommer dans les autorités de régulation, donner les moyens au HC4P. Bien entendu, le remède peut être plus difficile. Les bailleurs seront sensibles à une bonne exécution budgétaire dès ce 2e semestre 2018. Parler du budget me conduit d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, j'en arrive à la fin, à évoquer une question qui est surgie, une bonne question qui est surgie au sujet de celle, le risque d'endettement supplémentaire que pourrait engendrer cet exercice. Je comprends cette crainte et il est légitime que les Libanais se posent des questions sur la façon dont ce processus, cet autre processus-ci, va se mettre en place. Pour répondre à cette crainte, je rappelle que les prêts attribués sont de toute façon à des taux inférieurs au marché, singulièrement concessionnels, qu'ils sont contractés dans un plan d'ensemble et de réforme, d'investissement et de réforme, et qu'ils sont destinés à financer les infrastructures et leur modernisation, et pas le déficit budgétaire. Et en outre, c'est ce que nous explique le FMI, les investissements prévus soutiendront directement l'activité économique et la croissance du Liban. La question de la dette fait l'objet d'une attention toute particulière de la part de la communauté internationale, laquelle fait confiance au rôle central que joue en la matière la Banque du Liban. Un de ses sous-produits, celle a aussi permis de redonner dans la confiance dans ce processus que je vais qualifier avec plein de guillemets d'intermédiation, qui ne saurait pour autant remplacer les réformes. Du temps a ainsi été gagné grâce à celle, il faut agir vite, sans doute dès la déclaration ministérielle du nouveau gouvernement devant le Parlement. J'ai de fait insisté sur la nécessité d'agir vite, ce qui ne veut pas dire précipitamment. Il faut agir vite, parce que les réformes prennent toujours du temps, parce qu'il faut enclencher une dynamique vertueuse avec les bailleurs de fonds, parce que les Libanais, tout simplement, veulent de l'eau potable, de l'électricité en permanence, un traitement des ordures ménagères. Personne n'imagine que les problèmes du Liban soient réglés en quelques semaines. Tous espèrent que le diagnostic partagé lors de cette ne soit pas perdu. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Mesdames et Messieurs, j'espère que mon discours vous aura permis de comprendre tous les enjeux de la conférence, du processus qu'elle a enclenché, avant, plus encore depuis le 6 avril. Les efforts du gouvernement avant la conférence ont permis de donner confiance à la communauté internationale en la capacité des autorités libanaises à réformer, bien que le gouvernement, sauf surprise que j'aurais manqué, parce que je sors d'une réunion de 3 heures avec des ONG, ne soit toujours pas formé, nous espérons qu'il mettra en œuvre le programme d'investissement et de réforme rapidement, commencer à le faire dans le programme de réforme dans lequel il y a eu un fort investissement, j'en utilise le mot, et de la communauté internationale et des autorités. Et cet investissement est dû à la confiance qu'ont les partenaires internationaux dans le Liban, pas seulement les autorités libanaises, ces autorités, ces entreprises, son peuple. CEDRE a montré que le Liban n'est pas seul face aux difficultés régionales et nationales qui pèsent sur son économie, son développement, ses structures. Peu de pays peuvent se targuer
rassembler autour d'eux une cinquantaine d'États et d'institutions financières au niveau. C'est une nouvelle preuve de l'exception libanaise. Je ne peux que réaffirmer devant vous le soutien et l'amitié de la France pour le Liban. La France sera, ça va sans dire, toujours aux côtés du Liban. Le président de la République l'avait dit ainsi lors de son discours de clôture. Il faut préserver ce trésor qu'est le Liban dans la région. Vous m'avez beaucoup entendu parler d'investissement, donc au sens physique et philosophique du terme, et nous avons tous intérêt à ce que les investissements politiques, économiques, financiers, sociaux faits lors de celle prospèrent. La démarche que nous avons décidé d'entreprendre ensemble est ambitieuse, à bien des égards difficile, mais elle est indispensable. Qui d'autre que vous le sait mieux. Merci pour votre attention. Alors j'ai compris que je devais répondre à d'éventuelles questions. Je suis bien entendu prêt. Et si vous m'autorisez, je le ferai assis. Mais, par contre, il n'y a pas de micro. Je vois quelqu'un au fond. Excellence, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est franchement exceptionnel et nous vous en remercions. Simplement, j'attire l'attention, peut-être que je n'ai pas fait attention à ce qui a été dit, mais il y a deux grands accents que j'ai constatés qui sont un peu le ministère de la Santé, le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Le social, on n'en parle pas du tout. Est-ce qu'il y aurait des plans à l'avenir concernant ces deux secteurs dont dépendent quand même les populations de base? Je vais me remettre là, c'est le domaine. Excellente question. La remarque a été faite par les bailleurs. Et finalement, mais c'est vrai que ça a été fait à la dernière minute et de manière un peu sans publicité, je dirais. Les secteurs santé et éducation ont été réintégrés. C'est vrai qu'ils avaient un temps disparu du CIP. Il y a eu des débats, autant que je comprenne aussi, en Conseil des ministres libanais. Les bailleurs ont fait la remarque. Alors, il est le fait que ce qui est en matière de santé et d'éducation dans le plan, qui se voulait un plan d'investissement en infrastructure, donc c'est qu'une demi-surprise qu'il n'y ait pas eu tellement de soft d'investissement dans les secteurs sociaux. Donc les deux secteurs ont été remis, ce qui veut dire, comme le CIP, je ne l'ai pas dit, mais quand même pas gravé dans le marbre. Il couvre une période de 12 ans, donc il va forcément évoluer, ce qui permet de reparler santé et éducation. Donc il y a, si je peux me permettre cette formule, un wagon secteurs sociaux qui a été raccroché au train et qui permettra de traiter le sujet. Donc vous avez raison. Et c'est dedans. Et si vous allez lire, franchement, lisez le communiqué de la conférence. J'ai dans ma vie professionnelle négocié certains communiqués sur les sujets les plus divers. Il y a de la substance dedans, et on y parle de secteurs sociaux aussi. Donc, voilà, je vois qu'on est en train de mettre le papier sur la table au fond, 3 pages, et c'est bien le contrat. Donc, mais très bonne question. Bonjour, merci beaucoup pour les explications. On voit que vous êtes un expert du Liban, presque plus que les Libanais eux-mêmes. Et je suis presque sûr aussi que vous savez pourquoi il n'y a pas d'électricité au Liban à l'heure où on se parle. Sachant que le Liban, pour l'électricité, avait les moyens de le faire lui-même. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'avec CEDRE, le problème va être résolu? Je redis autrement ce que j'ai dit sur l'intérêt de tenir la conférence avant les élections. Si on l'avait tenue après,
Ce qui était quand même le sentiment de beaucoup. Si le bailleur était arrivé maintenant, enfin le jour où le nouveau gouvernement a fait la conférence à ce moment-là, en disant qu'il faut réformer le secteur électrique, a exclu que le gouvernement libanais, le Parlement libanais, disent écoutez, je suis désolé, ma légitimité sort du peuple, je n'ai pas mis dans mon programme la réforme de l'électricité, et en fait, les électeurs peuvent faire les générateurs. Nous aurions dit vraiment, vous êtes sûr? Le gouvernement libanais aurait peut-être dit oui, absolument. On aurait dit dommage. Et là, les choses ont été posées. Si vous allez lire dans les fonds du budget 2018, il y a déjà une référence à l'augmentation des tarifs, qui, au bout du compte, je crois que c'est le message central et que l'opinion publique peut comprendre, ne va pas se traduire par une augmentation de la facture, mais une diminution de la facture. Puisque vous en payez, les Libanais en payent 2 au moins. Donc, si le gouvernement ne fait pas cette réforme, qui, je le répète, va prendre du temps, ne disons pas qu'elle doit être faite, c'est une action combinée sur tout ce que j'ai dit, les tarifs, l'offre, la collecte, etc. Donc ça va prendre 2-3 ans. Mais si ça ne se fait pas, ça met en péril l'exécution du CIP dans son ensemble. Ce que j'ai dit aussi. Nous faisons confiance à l'intelligence collective des autorités libanaises. Voilà. Bon, si nous nous trompons, les électeurs continueront à payer 2 factures et une électricité hors de prix qui marchera quand elle marchera. Mais il ne sera pas dit que nous n'aurons pas tout tenté. Nous, la communauté internationale. Excusez-moi, une petite question, M. Lequel. Je ne vois pas qui me pose la question. C'est moi, c'est bon. Ah bah, pardon. Vous avez pas, monsieur a parlé du secteur de la santé et de l'éducation, mais tout le monde a omis un secteur qui a fait que le Liban soit connu actuellement, c'est le secteur du tourisme, qui englobe directement le secteur hôtelier, le secteur de la restauration, le secteur du retail, et on sait tous que ce secteur, avec la distribution et l'import, constitue quand même l'épine dorsale du secteur privé au Liban, puisque l'industrie est presque inexistante. Le secteur de la santé est presque public, et le privé supporte pas mal. Aujourd'hui, ce qui souffre, c'est les hôtels, les restaurants, les malls, le retail dans son ensemble. Et aujourd'hui, si vous êtes au Liban et que vous voulez développer ou bien faire face à la crise qui existe ou dont tout le monde a pâti à cause du secteur non transparent et de la corruption, ben, ce secteur aujourd'hui, s'il veut redémarrer avec les banques libanaises, il ne le peut pas. Parce qu'aujourd'hui, avec les intérêts débiteurs entre 8 et 12%, je ne pense pas qu'une société, supposons que Galeries Lafayette est aujourd'hui à Beyrouth et elle veut développer son secteur d'activité, en s'endettant pour se développer à 10 millions de dollars avec 10% d'intérêt par an, c'est une impossibilité. Deuxièmement, le bâtiment. Le secteur du bâtiment au Liban est en souffrance. Ici, vous dites, on dit chez nous en France aussi, quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment au Liban ne va pas. Aujourd'hui, la jeunesse libanaise ne peut pas acheter de maison parce que les intérêts sont trop élevés. Et le troisième point,
c'est les importations d'Europe et de France notamment. Or, la COFAS actuellement, entre autres, ne couvre pas vraiment le Liban à cause du risque politique, et les entreprises libanaises, au niveau des importations, vu le coût élevé de l'emprunt d'argent, ont besoin de ces crédits pour pouvoir tenir. Et quatrième point, nous voudrions aujourd'hui l'épine dorsale de l'anticorruption au Liban commence par les douanes. Et aujourd'hui, il faut enlever à la racine cette corruption et ce secteur parallèle qui est en train de miner le secteur privé au Liban. Et nous vous invitons à demander à l'État libanais de baisser drastiquement les taux de douane et de faciliter par les lois d'importation. Un conteneur qui arrive de Paris, du Havre à Beyrouth met 8 jours. Au port de Beyrouth, il reste 1 mois et demi à 2 mois. Merci. Bonne question, je ne vais pas dire autre chose. Alors, dans l'ordre des ordres. Tout le tourisme, vous aurez noté que j'en ai parlé. De fait, je n'avais pas parlé d'éducation santé compte tenu de ce que j'ai expliqué sur les secteurs sociaux. Tourisme, en revanche, j'en avais parlé. Il ne faut pas l'oublier. Vous conviendrez avec moi que le fait de faire revenir les autorités des pays du Golfe dans le jeu n'est pas indifférent à la qualité du secteur touristique au Liban, au-delà des photos. Et donc, vous avez, le Liban a des atouts considérables à jouer. Donc, tourisme, c'est un sujet absolument central et il est quand même dans le CIP. Et vous avez raison d'y insister. Alors, vous avez fait le lien tourisme-bâtiment avec le financement de l'économie libanaise. C'est ça le sujet, c'est les taux d'intérêt. Bon, ces taux d'intérêt sont de fait hauts parce que a été mis en place au fil du temps un mécanisme de financement de la dette publique qui ne peut pas ne pas avoir des répercussions sur les taux d'intérêt internes et sur les conditions de crédit à l'économie. L'hypothèse de travail, là, c'est que, clairement, on va constater une baisse de ce taux d'intérêt. De toute façon, c'est absolument indispensable. Il représente 10 points de PIB, la charge de la dette pour l'État. 10 points de PIB. Alors, c'était plus que le solde budgétaire, parce que jusqu'à il y a peu, le pays était en excédent primaire, c'est-à-dire en fait en excédent budgétaire hors charge de la dette. Il n'est pas exclu que l'exécution budgétaire du premier semestre ait fait que le pays ne soit plus en solde primaire positif, en excédent budgétaire primaire. Cela arrive qu'il y ait des détériorations de la position budgétaire dans les périodes électorales, dans beaucoup de pays. Je ne dis pas que le Liban est le seul dans ce cas, mais donc on n'est même pas sûr que, arrivé au 30 juin, le pays soit en excédent budgétaire primaire. Pour ajouter à ça un point de PIB à payer uniquement sur les taux d'intérêt, la situation n'est absolument pas viable. Donc il faut que ces taux d'intérêt baissent, y inclut pour le financement de l'économie, pas que pour le financement de l'État. Et c'est la mécanique qui est à la base de celle, c'est-à-dire investissement, relance de l'économie, rouleaux d'étranglement qui sont réduits, et ça repart, y compris par le vêtement. Donc, c'est ça le raisonnement. Bon. Moi, j'ai confiance
sur le fait que le bon sens va l'emporter. Je suis surtout sûr, je vous l'ai indiqué, que les solutions financières, purement financières, ne sont pas totalement pérennes, à tous égards. Il n'y a plus pour le financement des grilles. Donc, tant qu'on est sur cette mécanique qui fait que. Il n'y a pas, je pense, de problème de risque de liquidité sur le financement de la dette, puisque c'est bien, vous le savez comme moi, elle est financée par les banques libanaises, elle-même financée par le dépôt des non-résidents. Mais le sujet des taux d'intérêt existe. Et on a constaté ces derniers temps, ces derniers jours, une augmentation des taux sur les CDS. Juste révélateur de l'incertitude politique dans le pays. Sur douane et anticorruption, ça me paraît absolument évident, mais il faut que vous ayez en tête, le Liban est un pays où le niveau de prélèvement obligatoire par rapport au PIB est particulièrement faible, que là-dedans, il y a les droits de douane, et qu'ils ne baisseront que si par ailleurs, et le Fonds monétaire fait des propositions mesurées, enfin très impôt par impôt, que si par ailleurs il y a une hausse des impôts accompagnée d'une meilleure collecte. Et les deux ne vont pas s'entendre. On ne peut pas croire qu'il n'y aura que par l'amélioration de la collecte qu'on augmentera les recettes fiscales au Liban. Il faut aussi augmenter la collecte. Donc, douane dans stratégie anti-corruption, absolument d'accord. Une fois encore, la numérisation. On a cette chance, si vous voulez, dans beaucoup de pays du monde, de pouvoir passer sans transition à la numérisation des procédures. C'est clair que dès que vous enlevez l'intermédiaire humain, un peu plus fluide. Donc la numérisation devra servir. La lutte anticorruption, il suffit de quelques exemples bien choisis. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, il y a la presse, donc ça va se retrouver dans la presse. C'est pas très grave. Enfin, je vais parler d'une dame qui était ma voisine au conseil d'administration du Fonds monétaire international, qui était indonésienne. Une femme extraordinaire, qui est devenue ministre du plan de son pays, l'Indonésie. Le jour où elle a été nommée ministre, elle a demandé à son mari, gestionnaire de fortune, d'arrêter le temps de sa présence au gouvernement, son activité. Il l'a fait. Et il a fait un peu plus de golf. Du Bhoutan. Nous sommes dans le premier pays musulman au monde. Cette dame demande à son mari de vouloir arrêter le temps de sa présence au gouvernement. Elle fait, après une loi anticorruption, et l'essentiel était fait. Par son simple geste personnel, elle a démontré que le sujet était sérieux. Même pas besoin de faire un exemple en mettant quelqu'un en prison. Juste montrer que le sujet était sérieux, que même le conflit d'intérêts. Voilà, cette dame est revenue ensuite à Washington pour y être quelque temps numéro 2 de la Banque mondiale. Elle est repartie dans son pays, elle est ministre des Finances. Et j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Sri Moulani Indrawati, une femme extraordinaire. Et voilà, donc il y a les procédures, il y a les textes, il y a la mise en œuvre des procédures, et il y a les gestes politiques. Il suffit d'un geste de ce type. Et je le répète, c'était pas très évident. Je ne dis pas que ce soit facile, hein. Il y a bien des pays, je n'en citerai aucun, où la notion de conflit d'intérêt n'apparaît pas. Vous trouverez vous-même. Donc, il faut faire aussi ce genre de choses.
J'avoue que sur la couverture COFAS du Liban, je ne suis pas très à l'aise. Alors, moi, que Fanny Labarthe sache où on en est, qui est le chef de bureau à la direction du Trésor. Déjà, c'est plutôt face, c'est des pays. Oui, c'est des pays, bien entendu, mais. Et je sais que effectivement, les conditions sont un peu au cas par cas et assez contraignantes. Et ça existe quand même. Ça existe, voilà. Ça existe. Le processus n'est pas fermé, n'est pas bloqué. C'est tout cas par cas. Et pour les raisons justement de prudence vis-à-vis de la situation économique du Liban, l'ambassadeur américain a rappelé. Mais... Non, allez-y. Non, mais donc voilà, mais ce n'est pas une interdiction. Non, c'est pas fermé. Donc, non, j'ai la faiblesse de penser. Tout ceci, vous savez, c'est des cercles vertueux qui prennent pas trop de temps pour peu que les gestes soient faits. Et il y a des cercles vertueux qui s'enclenchent. J'ai eu l'honneur d'être l'organisateur en décembre 2007 d'une conférence qui s'appelait Conférence internationale des donateurs pour l'État palestinien. C'est à ma connaissance, et j'espère que celle fera mieux, la seule conférence au monde qui ait donné plus de réformes que promises par l'autorité palestinienne et plus de financement que promis par les donateurs. Tout ceci s'est fait. On peut le temps. Il y a eu un mécanisme d'enclenchement de cercle vertueux qui fait que les donateurs ont donné en disant le gouvernement réforme, et le gouvernement a dit mais je réforme parce que vous donnez. Qui était la poule, qui était l'œuf, nul ne le savait. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, si très vite les gestes sont faits par l'ensemble des autorités libanaises qui montrent que le pays change de chemin, et on a montré la volonté ces derniers mois, le pays France regardera sa police d'assurance à un moment ou à l'autre. Le sentiment est que, de toute façon, c'est toujours regardé tous les 6 mois ou tous les ans. Tous les ans. Quand j'étais jeune et à la direction du Trésor, c'était un peu plus fréquent. La politique d'assurance crédit. Qui d'autre? Merci pour votre témoignage d'amitié. Moi, ma question portait, parce que vous avez voulu distinguer CED, des Paris 1, Paris 2, Paris 3, par le contrôle. Comment comptez-vous mettre en place ce contrôle, ou vous utilisez le mot de backlog, ils ont le mot de monitoring, c'est un ancien banquier. Le monitoring des paiements, est-ce que vous allez conditionner les tranches à l'exécution de certaines choses? Concrètement, vu qu'on ne va pas demander à tous nos politiciens d'aller faire du golf, comment dans le dossier écrit leur demander ou exiger qu'il y ait moins de générateurs, moins de barges et plus d'usines. Du moins, on attend la première pierre, la première usine d'électricité au Liban depuis quelques années. En tout cas, moins de générateurs, moins de barges, plus d'usines, c'est un beau slogan. Je vais retenir. Non, alors, pas de confusion. Backlog, dans notre jargon du moment, c'est le fait que, c'est incompréhensible pour les donateurs, pour leur opinion publique, des conventions de financement sur des projets anciens étaient toujours sur l'étagère au Parlement. L'argent disponible. Donc, le bon sens conduit les bailleurs à dire, écoutez, avant de nous demander de nouveau notre aide, peut-être pouvez-vous utiliser ce que nous avons promis et d'ailleurs offert, et vous avez même signé dans le passé. Donc c'est ça, en l'espèce, ce que veut dire backlog, c'est-à-dire le retard dans les conventions de financement, comme je l'ai dit en français. Ça, il faut continuer, parce que vous n'arrivez pas à attirer qui que ce soit si vous n'utilisez pas ce qui est déjà disponible. Si c'est complètement périmé, on annule. Si ça rapporte à des choses qui étaient vraies il y a quelques années, mais un certain nombre de ces projets en souffrance ont été approuvés dans la soirée du jeudi 29 mars. Donc, avec le budget, avec le code de l'eau. Il en reste qu'il faut le faire passer. Après, on n'est pas sur contrôle, on est bien sur monitoring, suivi. Et on n'est pas sur
des conditionnalités du type Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de vérification à la ligne, au 30 mars, au 30 juin, que telle chose est faite, pas faite. Mais nous avons bon espoir que l'ensemble des 3 mécanismes de suivi dont je vous ai parlé montrent que tel projet ne peut pas se faire, juste pas se faire, si telle réforme n'est pas faite. Donc, nous avons l'espoir, c'est vrai qu'on peut regarder passer à côté, que le bon sens l'emportera et qu'on fera les réformes qu'exige tel ou tel projet. Bon, il y aura des choses plus macro donc, sur le sujet budgétaire, on va regarder ça. Et l'idée, si vous voulez, c'est bien que, niveau local, vous aurez probablement les représentants locaux, les patrons locaux des agences de développement qui vont se coordonner pour que les projets se mettent en place, que les bailleurs ne se fassent pas concurrence, que ça va être probablement très opérationnel. Ils devront regarder aussi telle ou telle réforme. L'idée d'avoir un mécanisme de suivi au niveau des capitales et des sièges est double. Si vous n'avez pas un mécanisme de ce genre, et si vous n'êtes pas en crise, si le pays n'est pas en crise, il sort progressivement de l'actualité. Il y revient quand il est en crise, c'est malheureux mais c'est comme cela. Donc, pas grand monde s'intéressera au Liban. Les financements ne viendront pas, donc les autorités diront les réformes, on escomptait bien les faire, mais on aurait voulu être un peu aidé, etc. Et vous avez le cercle vicieux au lieu du cercle vertueux. Avoir un groupe capital et siège, c'est maintenir l'intérêt de ces capitales et de ces sièges pour le pays s'il n'est pas en crise. Et le second intérêt, c'est que c'est plus facile de faire les remarques qui s'imposent quand on est bien des capitales et des sièges pour dire en fait, la réforme a baissé, vous l'avez fait ou pas, que quand on est dans le pays. Donc on peut très bien imaginer que dans un premier temps, ce groupe se réunisse trimestriellement au niveau des hauts fonctionnaires, dans la formation du 26 mars, si je puis dire. Enfin, l'idée qui me vient, ça n'a rien à voir avec le 8 et le 14 mars. Le 6 mars est la date de la réunion de hauts fonctionnaires qui s'est tenue à Paris avant ça. Donc c'est ces gens-là qui diraient, et à eux, je vous ai dit, ils pourraient parler de quelques projets emblématiques. Ils ne vont pas se lancer dans la coordination opérationnelle sur la mise en œuvre de projets d'eau ou de traitement des déchets. Ce que feront les agences locales. Je répète l'élément central qui est que tout ça doit être totalement approprié, dirigé par le gouvernement libanais. Si on essaye de faire à la place, ça ne marche pas. Et je le répète, si au bout du bout, les choses ne se font pas, ça ne sera pas parce qu'il y a eu des conditions, mais tout simplement comment faire. Alors maintenant, le code de l'eau a été adopté. Le mettre en œuvre. Il a été adopté et au reste j'ai découvert moi-même qu'une partie de la régulation du secteur de l'eau datait du mandat. Donc, ceci a été heureusement changé. Il faut le mettre en œuvre. Il n'y aura pas d'investissement dans l'énergie s'il n'y a pas et régulation et début de réforme d'électricité du Liban. Donc, ce que sont des conditionnalités? Non, c'est juste de l'engagement réciproque et du bon sens. Ce que le bon sens emportera, parfois il ne l'emporte pas. Mais, franchement, je vois ça, je suis beaucoup allé dans le pays et je vois ça dans la presse, de ce que nous dit notre ambassade. Je trouve que le débat de politique économique est de qualité. Je n'ai pas entendu personne, défendre même indirectement la corruption. Je n'ai pas appliqué, pardon.
encore une dernière question, je pense. Donc, juste une dernière question, si vous le permettez. Stéphane Mouradian. Donc, voilà, je vais revenir sur la corruption et le contrôle de la corruption. D'après ce que j'ai compris, il va y avoir un bureau interne du gouvernement libanais qui va contrôler. Normalement. Auquel je ne crois pas du tout. Donc, il va y avoir aussi un autre bureau de contrôle qui va se faire avec les pays donateurs. D'après ce que j'ai compris, les 50 pays qui... c'est ça, non? Non. Juste, je termine ma question. Donc, il va y avoir donc ce bureau de contrôle, on va dire, externe. Quels vont être concrètement les contrôles qui vont être faits sur la corruption pour l'exécution des contrats, on va dire, les appels d'offres, etc. Et est-ce qu'il y aura des sanctions? Des sanctions pas contre le Liban, mais des sanctions contre les exécutants, c'est-à-dire ministres, directeurs de cabinet, etc. Est-ce que ces gens-là peuvent être préjugés à l'extérieur? Parce qu'ils ne seront pas jugés au Liban. Donc il faut des sanctions quand on vole. A priori, nous ne sommes pas encore, ce qui concerne à tout le moins l'Europe occidentale, dans l'application extraterritoriale de nos lois. Alors, maintenant 3-4 remarques. Depuis le 17 décembre 1997, existe une convention de lutte contre la corruption de l'OCDE. 7 décembre 1997, elle a eu 20 ans. Qui permet des incriminations, quand même, pour la faire brève, qui vise à sanctionner les gens des deux côtés, parce qu'il y a corrupteurs et corrompus. Il y a la corruption active, la corruption passive, etc. Premièrement. Deuxièmement, je crois vous l'avoir dit, mais je le redis, le meilleur exemple, alors, votre question montre que vous en doutez totalement, mais c'est que les autorités judiciaires libanaises fassent leur travail. C'est à elles de faire leur travail. Quand même, nous considérons le pays pour ce qu'il est, c'est-à-dire un État souverain. Hein, on ne va pas se mettre à faire par d'autres le travail des autorités judiciaires. Troisièmement, les institutions internationales, sont prêtes à aider dans la mise au point des procédures, dans l'assistance technique, etc. Et par là, je vise une qui ne donne pas l'argent, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui travaille sur ces sujets au Liban avec les Libanais, et d'autres donnent de l'argent, les institutions financières internationales proprement dites, et qui ont, que ce soit la Banque mondiale ou la BERD, ou la SFI, ou la Banque mondiale, qui ont des départements d'intégrité par leur sein qui peuvent être assez méchants, mais pas dans le domaine purement judiciaire, mais qui peuvent faire du name and shame, divulguer des noms, etc. Dernier point. Donc, et ceci contrat par contrat. Alors, dès lors qu'elles sont, au bout du compte, le prêteur. Or, dans les 11 milliards 1 que je vous dis, il y a beaucoup d'argent qui va venir des institutions financières internationales. Au plan national, nous avons, dans les procédures de fonctionnement des agences de développement, la FDI en France, aussi des mécanismes de surveillance pour les opérations spécifiques. Quant au suivi général, une fois encore, le site internet, n'oubliez pas, le grand public va pouvoir voir et lire et parler. Donc, où sont les projets? Pas seulement la corruption, mais y compris l'inefficacité, le gaspillage. Et les deux groupes, je pense, au départ, si on voit qu'il ne se passe rien, parleront gentiment aux autorités, et à un moment ou à un autre, tout ça risque de devenir public. Quelle est la principale sanction? Elle est d'une grande simplicité. Il n'y aura pas de financement.
Donc, à partir de là, les autorités sont placées, quand je dis autorités, c'est dans le sens large, exécutif, législatif, judiciaire, seront placés devant leur responsabilité. Mais on ne va pas se mettre, ce n'est pas, en d'autres termes, pour le dire clairement, ce n'est pas un régime de sanctions internationales liées à terrorisme. On ne va pas rentrer dans une mécanique de ce genre. Voilà, bon, depuis, si vous voulez, je m'occupe de cette question de développement depuis un certain temps. Avant la Convention de 97, c'était pas un non-sujet. Pire encore, faut-il le dire, Madame Labarthe, ça fait moins les oreilles. Ce que nous appelions les frais commerciaux à l'exportation, je crois que c'est ça, les FCE, en France. Vous voyez le biais du terme, était déductible de l'IS. Bon, il a fallu la convention de l'OCDE, sa ratification parlementaire, entre laquelle le patronat français était plutôt, pour que on mette fin à cette pratique d'accepter les paiements indus. Ceci pour dire qu'en France, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était non seulement possible, mais accepté, déductible. Je dis ça parce que j'étais à l'époque président de la Chambre, gentillesse de le rappeler, j'étais le conseiller économique du Premier ministre, et donc faire la ratification de la Convention OCDE, je dis, le patronat français n'était pas super pour. Il est arrivé. Tout ça pour dire que mon discours peut se terminer comme ça. Nous sommes conscients, car moi je le suis, nous sommes conscients en France du fait que tout cela ne va pas se faire en un jour. Et du moment que l'objectif est clair, que des signaux sont donnés, vous verrez très vite s'enclencher les mécanismes vertueux et pas les cercles vicieux. Donc l'idée n'est pas de changer la totalité du pays avant la fin de l'année, compris sur des sujets qui vont sans dire, mais auxquels des habitudes ont pu s'installer. Mais en revanche, faire des gestes, faire des signes très vite, et ça peut conduire effectivement aussi bien à des gestes politiques comme celui que je décrivais de la part de Mme Pravoti, qu'à des condamnations et des mises en prison. Il n'y a pas de meilleur exemple que cela. Et une fois encore, on n'exige pas, personne n'exigera du Liban qu'il fasse en 6 mois ce que d'autres pays, y compris ceux-ci, ont eu quelque temps à faire. Mais l'objectif doit être clair. Et la marche vers celui-ci engagée. Excellence, nous tenons à vous remercier énormément. Le Liban est relevable énormément pour tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai assisté à maintes réunions à Beyrouth que vous avez eues dans le secteur économique surtout. Et j'ai vu combien vous avez travaillé durant des heures et des jours complets. Nous vous remercions énormément. À cette occasion, au nom de la Chambre de commerce franco-libanaise, nous allons vous offrir à cette occasion un petit cadeau. Ah oui.
tout le bureau là.